Souleymane Touré, conseiller technique au cabinet du Premier ministre chargé de la jeunesse, du service civique et des affaires politiques, président de l'ONG Oukademe, est notre invité, M. Souleymane Touré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes aussi le premier vice-président de l'amicale des anciens de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé 2AFESI RHDP et porte-parole de cette amicale. Une semaine après la déclaration de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir au mandat d'arrêt international lancé contre M. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale est condamné à 20 années d'emprisonnement ferme pour recel de deniers publics détournés et blanchiment des capitaux. Votre commentaire? Merci. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire, à part qu'il faut respecter la justice de son pays et il faut respecter les décisions de justice. Donc un homme politique n'a pas de commentaire à faire sur une décision de justice. Il faut simplement dire que la justice est l'un des pouvoirs et il faut la respecter. Donc si elle prend des décisions, tous les Ivoiriens, toutes les populations, toutes les personnes concernées devraient se soumettre à la justice. Et c'est d'ailleurs ce que toutes les autorités ont toujours conseillé. Donc nous n'avons pas de commentaires outre mesure à faire sur le fond. Mais sur la forme, nous disons qu'il faut aller au respect des décisions de justice. Vous avez milité au sein de la FESI. La FESI a 30 ans depuis le 21 avril 2020. Personnellement, sous quel signe vous placez ce trentenaire? Nous plaçons ce trentenaire sous le signe de la maturité. Nous pensons qu'après 30 ans, toute organisation devrait opérer une autocritique, faire donc une analyse empirique de son évolution, donc depuis sa naissance, de son parcours et de sa situation actuelle, afin de préparer donc des choses pour un avenir meilleur. Donc la FESI est une organisation qui continue de fonctionner avec ses différentes structures estudiantines et scolaires. Mais nous, en notre qualité d'anciens de la FESI, nous avons donc obligation de conseiller des voix à nos jeunes frères, de ne pas les phagocyter, donc de les laisser la liberté de mener le combat. Mais personne n'est sans ignorer qu'on passe d'abord donc de l'étape d'élève à étudiant et à administrateur et à politique et tout ça. Mais c'est une courbe qui est ascendante. Et donc ceux qui sont à la FESI aujourd'hui seront un jour politiques et seront décideurs. Et donc et à la FESI, généralement, on mène le combat pour l'intérêt des étudiants et des élèves. Mais on mène le combat pour que l'administrateur et le gouvernant améliorent les conditions de vie des élèves et des étudiants. Donc vous êtes souvent en face des étudiants aujourd'hui, nous, en notre qualité d'administrateurs et de décideurs. Mais pour avoir été des anciens FESistes, nous comprenons mieux les réalités. Et nous estimons que c'est une chance pour eux d'avoir beaucoup d'aînés aujourd'hui dans l'administration et dans la politique, un peu partout au niveau de tous les démembrements de l'administration de la fonction publique, de toutes les structures de l'État. Et donc les 30 ans de la FESI, c'est une affaire de tous. Il faut véritablement redorer le blason de cette organisation. Je pense que l'actuel secrétaire général, Makelele, fait déjà un bon travail dans ce sens. Et il faut élargir la FESI à beaucoup d'autres structures. Il faut que la FESI qu'elle transcende sa situation d'aujourd'hui, parce qu'elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était à notre époque. À notre époque, à la FESI, il y avait toutes les tendances, la FESI était au-dessus des considérations politiques. Malheureusement, à une époque récente de notre évolution, cette organisation a été embrigadée par des hommes politiques qui ont instrumentalisé la FESI à des fins politiques, ce qui a détérioré en quelque sorte l'image de cette organisation. D'aucuns se demandent, est-ce qu'il est nécessaire de célébrer le trentenaire d'un syndicat qui s'exprime que par la violence? Mais je ne pense pas que la FESI devrait être étiquetée comme un syndicat qui ne s'exprime que par la violence.
Ceci fait partie des préjugés qui ont constitué les principaux clichés de tout le temps. La FESI n'est pas une organisation violente. Comme je disais tantôt, dès que la politique s'immixe dans des affaires syndicales, mais évidemment, la politique vient avec tout ce que ça prend comme moyen d'action et de combat. Et quand des aînés utilisent des jeunes pour atteindre des objectifs, ils peuvent leur donner toutes sortes d'orientations. Et c'est malheureusement à une époque que la FESI a été instrumentalisée et qu'elle s'est faite passer pour une organisation qui utilisait des méthodes violentes. Sinon, nous, à la FESI, on n'était pas violents. Et je pense que le nouveau secrétaire général, qui est à équidistance de toutes les obédiences politiques, qui communique avec tout le monde, qui ne veut se laisser embrigader par qui que ce soit, est en train de réussir un bon travail et est en train de redorer le blason de la FESI. Donc il ne faut pas désigner, donc stigmatiser et dire que cette organisation ne devrait pas fêter ses 30 ans. Je pense que toute organisation sérieuse à 30 ans devrait marquer une halte et opérer une autocritique afin de repartir de plus belle. La date de la célébration de cet anniversaire sera connue très prochainement selon le secrétariat général de la FESI, mais 3 décennies, c'est quand même beaucoup. Quel bilan dressez-vous de ces 30 années d'existence? En termes de bilan, nous pensons que, en toute responsabilité, il faut le relativiser. Il faut le relativiser, mais il faut dire que tous les anciens FESI sont fiers de cette organisation. La FESI a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes partout dans l'administration. Nous sommes partout dans le milieu des affaires. Nous sommes partout dans la politique. À tous les niveaux, vous avez des responsables de la FESI. On a nos camarades qui, aujourd'hui, sont des grands décideurs. Et il faut dire que quand une organisation a doté un pays d'hommes aussi puissants qui occupent des postes importants, on ne doit que lui en être donc reconnaissant. Il faut dire qu'en termes de bilan, la FESI a fait beaucoup pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour les élèves et étudiants. Beaucoup d'acquis aujourd'hui sont le fruit du combat de la FESI. C'est le lieu donc de rendre hommage à tous nos camarades qui ont perdu la vue, qui malheureusement ne sont pas avec nous aujourd'hui. Moi, je suis conseiller du Premier ministre, mais j'ai été premier secrétaire général adjoint de la FESI au campus 1 à Boaké, de 1997 jusqu'en 2000-2001. J'ai été donc secrétaire aux finances lorsque Soro Guillaume était secrétaire national de la FESI, secrétaire général national. Et à la fin de son mandat, j'ai été parmi les 5 mandataires de la cité de Tchétchénie de Boaké qui sont venus ici en 1998 au forum de Cocody pour le vote du nouveau secrétaire général. Et en octobre, on a été là. On a rencontré des camarades qui sont venus de partout. Ça nous a enrichi des expériences. On a partagé des expériences. Malheureusement, le congrès n'a pas eu lieu en octobre. Ça a été reporté 2 mois après, en décembre. Et ça a vu l'élection de Blé Goudé-Charles. Et sous Blé Goudé-Charles, je suis monté premier secrétaire général adjoint de la FESI au campus 1 de Boaké, avec le pseudo Abou Ama Yasser Arafat, le général Arafat, pour tous ceux qui ont fait l'université de Boaké et la cité du campus 1 appelée Tchétchénie à l'époque. On était avec eux, on a partagé leur réalité. Mais la FESI a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers des actions nobles. Un FESiste ne mange pas et laisse son voisin dans des conditions difficiles. On partageait nos repas avec tout le monde. Que tu sois inscrit dans un bureau ou pas, un étudiant était automatiquement considéré comme un militant de la FESI, un camarade de lutte. Donc la solidarité, les valeurs humaines sont des mises à la FESI, mais nous disons que c'était les meilleurs moments de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape, nous sommes des anciens, et nous voyons avec un regard différent. Et nous pensons que nous avons commis des erreurs par le passé que nos jeunes ne devraient pas commettre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des gens qui étaient ministres quand nous on était à la FESI, et qui étaient des anciens de la FESI. On n'avait pas de conseillers de Premier ministre anciens de la FESI. En 1997, ça n'existait pas. La FESI n'était qu'à ses premières années. Et donc, jusqu'en 2001, nous,
on était encore nous-mêmes les premiers, les porte-flambeaux de cette organisation. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont de la chance d'avoir des gens comme nous, des ministres, des gens qui ont été présidents de l'Assemblée nationale, premiers ministres même, qui sont des anciens de la FECI et qui devraient normalement être des boussoles pour ces jeunes, et capables de leur apprendre à gérer les choses autrement, pour ne pas avoir justement à être victime de la stigmatisation dont on est victime malheureusement. D'accord. Mais quel souvenir vous gardez de la FECI? Comme je disais, c'est surtout la solidarité entre les uns et les autres. Là, tu ne peux pas avoir été féciste et être méchant dans la vie. La générosité fait partie aujourd'hui des valeurs que nous partageons et que nous inculquons aux uns aux autres. Et être à la FECI déjà par le passé, ça avait directement des incidences sur notre façon de vivre. On n'était plus propriétaire de ce qui nous appartient, il fallait être capable de partager. Ça, c'est déjà des valeurs partage, solidarité, générosité, font partie des valeurs qui ont prédominé à la FECI. Secondo, les valeurs combat. Un vrai féciste, c'est quelqu'un qui va au combat, qui va au front. Quand il est convaincu de quelque chose, il va le plus loin possible. Mais il garde toujours la raison. Parce qu'il ne faut pas être des jusqu'au-boutistes. Un bon camarade, c'est celui qui a le discernement, qui est capable de mener une analyse objective de la réalité du moment et de pouvoir s'arrêter au bon moment pour ne pas mettre en péril sa vie et la vie de ceux qui sont à sa charge. Et donc, la FECI nous a formés. Et aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir beaucoup de camarades FECI, quand ils sont en compétition ou sont dans bien de domaines, ils arrivent à transcender. Mais nous avons quelques conseils que nous donnerons plus tard à certains anciens de la FECI afin de les amener à privilégier l'intérêt général plutôt que l'intérêt personnel. Parlons des anciens de la FECI. En 2019 est née l'amicale des anciens de la FECI, la 2A FECI RHDP. Aujourd'hui, quels sont les liens que vous entretenez avec vos cadets de la FECI? Avec nos cadets, comme je le disais tantôt, nous entretenons des relations fraternelles. Au niveau de la 2A FECI RHDP? Oui, au niveau de la 2A FECI RHDP, nous sommes une structure dirigée par l'un des plus grands dirigeant de la FECI par le passé, l'une des personnalités qui a marqué l'histoire de la FECI, en la personne de Drigonebi, dit Faya. Le nom Faya a rimé avec la FECI. Parler de la FECI sans parler de Faya, ce serait parler de la Côte d'Ivoire sans parler d'Alassane Ouattara, sans parler de Foué-Boigny. Il fait partie des hommes emblématiques, ceux qui ont mené le combat de la FECI avec abnégation, avec opacité, avec témérité, avec courage, avec audace. Faya est un grand dirigeant et il a dirigé la cité du KwaZulu-Natal de Yopougon, qui à l'époque a vraiment marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais qui a surtout été membre du bureau national de la FECI, numéro 3 de la FECI, sous Blé Goudé-Charles. C'est quelqu'un qui a toujours gardé son intégrité. Et c'est d'ailleurs la raison qui nous a motivés à faire de lui le président de la 2A FECI RHDP. Et notre combat aujourd'hui, c'est d'aider tout le monde, mais surtout nos jeunes de la FECI. Pour revenir donc à la question, quel rapport aujourd'hui nous avons avec ces jeunes? Ce sont des conseils. Ce sont nos interlocuteurs privilégiés, parce que nous sommes des anciens de la FECI, nous ne sommes plus des FECIs. Quand nous faisons des réunions d'anciens de la FECI, on a toujours le réflexe de communiquer comme si on était encore à la FECI. Il y a des camarades qui ont toujours les mêmes refrains de la FECI. On sent qu'ils ont de la nostalgie, mais nous leur rappelons tout le temps que vous n'êtes plus des FECIs, vous êtes des anciens. Votre rôle, c'est d'être des exemples pour nos jeunes. Si nous les voyons sur un chemin qui n'est pas bon pour leur avenir, nous devons les interpeller. Et il faut qu'il y ait une confiance entre les FECIs d'aujourd'hui et les anciens de la FECI. Il faut que nous nous démarquions de ces hommes politiques qui ont phagocyté la FECI. Nous laissons la liberté à nos jeunes de mener leur combat, mais nous essayons d'être là et de porter un regard quand il est important. Nous communiquons régulièrement avec le secrétaire général de la FECI, le général
Makelele, qui est ouvert à toutes les structures d'anciens de la FESI et que j'apprécie particulièrement parce qu'il a beaucoup de respect pour ses anciens. Donc, ça facilite la collaboration et très bientôt, nous mènerons une action concrète sur l'espace universitaire. En cette période de Corona, nous irons faire des dons au nom de la 2AFESI RHDP et sensibiliser au respect des mesures édictées par le gouvernement parce que le coronavirus passe aussi par les étudiants. Le président de la 2AFESI RHDP, Drégoné Faya, a mis en place un nouveau bureau après une destitution manquée. Dans ce nouveau bureau ne figurent pas les noms de ceux qui jugent incompétents votre président. Sont-ils exclus du mouvement? Personne n'est exclu du mouvement. Vous savez, les coups d'État sont aux antipodes de la politique enseignée par le président Alassane Ouattara. Nous sommes 2AFESI RHDP. Et c'est le RHDP qui a toujours mené un combat démocratique. On ne peut pas s'appeler 2AFESI RHDP et puis utiliser des méthodes de putschistes pour essayer de renverser quelqu'un qui a été élu démocratiquement suite à une AG qui a marqué donc, tous les esprits à Yamoussoukro Fondation. Jamais la Fondation Houphouët-Boigny n'avait reçu autant d'hommes. Et l'élection du président Faya s'est faite avec toutes ces personnes. Et sur 41 personnes dans le bureau, il y a 6 membres qui ont reproché des choses au président et qui convoquent une réunion. Des gens qui ont été nommés par le président Faya lui-même, qui convoquent une réunion pour le 14 mars. Et moi, en ma qualité de vice-président, qui plus est conseiller du Premier ministre chargé des questions politiques, qui a été un des tenants et aboutissants de cette AG et qui communique avec ces personnes pour leur demander de se fier à la convocation faite par le président Faya qui demandait qu'on se retrouve le 21 mars. Donc s'il y a une rencontre le 21 mars convoquée par le président à qui vous reprochez des choses, vous ne pouvez plus maintenir votre rencontre du 14. C'est une semaine à peine. Parce que vous dites que vous souhaiteriez qu'il y ait plus d'action et que vous constatez qu'il y a du laxisme dans la gestion. Parce que vous estimez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités au nom de la 2AFESI. Mais ce sont des critiques qui sont intéressantes et dont on devrait tenir compte pour réorienter les choses. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ces camarades ont insisté et ont tenu à organiser leurs réunions qu'ils ont transformé en une AG, je ne sais pas, extraordinaire, et qui avait vraiment toute une connotation de putsch pour essayer de renverser le président. On retient qu'ils ne sont pas exclus. Mais ils ne sont pas exclus, c'est des amis, mais ils sont eux-mêmes, ils sont gênés parce qu'ils ont essayé quelque chose qui n'a pas prospéré. Ils essaient là de communiquer un peu, mais je pense que le message à leur adresser, c'est vraiment d'en appeler à leur discernement. Les putsch sont derrière nous. Ce sont des méthodes qui ont été souvent utilisées à la FESI même. Et je pense que c'est des gens qui sont nostalgiques de la FESI, qui pensent que ça peut se faire. On n'est plus dans une cité universitaire où on prend un putsch et puis on chasse un RG de la cité et puis on installe un autre. Ce n'est plus comme ça. On est aujourd'hui des quarantenaires, des cinquantenaires. Il faut donner des bons exemples à nos jeunes. Mais nous disons que ces camarades, les 5 ou les 6, là, ne sont pas exclus de la 2AFESI. Voilà. Après votre réunion tenue samedi dernier, qu'est-ce que la 2AFESI fera concrètement pour participer à la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire? La 2AFESI agit déjà, mène des actions de sensibilisation et a déjà fait quelques dons à l'endroit de personnes vulnérables et de personnes du 3e âge, mais toutes ces personnes qui sont les plus exposées au Covid-19. Et la 2AFESI entend investir l'espace estudiantin dans un avenir proche. Nous avons déjà pris contact avec le secrétaire général national de la FESI, le camarade Makelele, qui est notre jeune frère. Mais nous irons au-delà de la FESI, parce que la 2AFESI se veut une plateforme du donner et du recevoir qui s'ouvre à tous les démembrements estudiantins, à toutes les organisations estudiantines. Donc à Boaké, nous irons voir le CESI de TK, qui est un jeune frère aussi dynamique
et qui a une bonne emprise sur toutes les villes de Boaké jusqu'au nord et qui dirige une organisation qui est à l'image de la FESI dans cette zone et qui est le CSI. Et donc nous irons aussi faire des dons à l'université Alassane Ouattara et à l'université Peroforo Bonkoulibaly de Korogo et même à l'université de Daloa. Mais pour dire que nous commencerons sur l'espace estudiantin d'Abidjan, nous essayons de répertorier des poches vraiment de difficultés. Et au-delà des dons en vivres, il y aura des dons en non-vivres, mais surtout la sensibilisation. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, ce n'est pas la sensibilisation que nous pouvons endiguer le mal. Ce n'est pas la sensibilisation que nous pouvons freiner, bloquer le processus de contamination et d'extrapolation que nous sommes en train de découvrir avec cette maladie. De 3, 4, 5, 10 cas, nous sommes à plus de 1000 cas aujourd'hui. Je pense qu'il doit véritablement avoir une prise de conscience au niveau de toutes les couches des populations ivoiriennes. Mais la 2AFESI doit aller vers les étudiants et au-delà des étudiants, nous irons vers les quartiers. Nous irons partout où le besoin se fera au nom du président Faya pour passer le message de sensibilisation, le message au respect des mesures. Il ne faut pas que le Covid passe par nous. Il faut que nous nous inculquions des comportements nobles. On peut ne pas avoir du lucre, on peut être pauvre, on peut être riche, mais le Covid ne trie pas. On peut être femme, on peut être homme, le Covid ne trie pas. Même les enfants, le Covid, il faut protéger tout le monde. Mais la meilleure protection, c'est par la sensibilisation. Le nombre de cas de contamination liés à cette pandémie augmente chaque jour. Une partie de l'opinion publique trouve que les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas suffisantes. Ont-ils tort? Nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire. Au contrario, là, nous dirons que l'État a fait plus que nous aurions imaginé. L'État de Côte d'Ivoire est parmi ceux qui, aujourd'hui, réussissent quelque chose d'extraordinaire. N'eût été la vigilance de l'État de Côte d'Ivoire, nous aurions eu des dizaines de milliers de cas en Côte d'Ivoire. Nous félicitons le Premier ministre Amadou Gon qui mène de main de maître cette politique de lutte contre le Covid. Et nous félicitons le ministre, tous les ministres mis à rude contribution et particulièrement le ministre de la Santé qui, de nuit comme de jour, parcourt les hôpitaux, recherche des solutions afin de faciliter la tâche aux populations, mais de les protéger surtout. Vous n'êtes pas sans ignorer que les mesures prises par le gouvernement insistent d'abord sur le comportement, la distanciation sociale, les comportements corporels, le respect, la propreté des mains. Vous-même ici, quand je suis arrivé à votre studio, vous avez vu comment j'ai été dur avec les stylos, avec un peu tout. Parce que le Covid, il est partout. Et tant qu'on est chez soi, le Covid ne viendra pas nous trouver là. Mais c'est quand nous venons dans des endroits publics, comme vos endroits un peu partout, que nous sommes capables de transférer, transporter le Covid vers nos domiciles. Alors que quand le Covid prend, donc, attache avec le corps de quelqu'un, même si la personne ne fait pas la maladie dans les 2 premiers jours, mais la personne peut contaminer tout son entourage. Voilà, sur la même question, comment est-ce que vous réagissez face à l'indiscipline de certains citoyens? Mais nous sommes choqués, nous sommes outrés par l'indiscipline notoire de certains citoyens qui pensent qu'il faut tout prendre à la légère. Ils ne prennent rien au sérieux et l'incivisme est palpable, c'est notoire. Et je pense que quand on va dans certains quartiers, on se demande si les frères regardent le journal télévisé. Je pense qu'il faut en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Quand on est dans la zone de Cocody, on a l'impression que les gens prennent plus au sérieux cette réalité. Les boutiques, les magasins sont quasiment fermés. Pourtant, les gens ont besoin de travailler. Mais quand on est à Trècheville, à Marcory, à Yopougon, mais les gens se tapotent dans la main, ils continuent de se faire des embrassades, ils se saluent. On est choqué. Moi, quand j'arrive dans les endroits, quand je passe 20 minutes avec les gens, mais je suis choqué. J'étais à Yopougon aujourd'hui pour des dons aux populations de Boaké sinistrées, restées à Abidjan parce que je suis quand même cadre de Boaké. Donc, on a réuni une trentaine de femmes de Boaké
qui n'ont pas retrouvé leur foyer, malheureusement par la cause de la situation et eu égard aux décisions de l'interruption des voyages vers l'intérieur du pays. Donc nous, en tant que cadre, nous sommes allés apporter notre soutien, mais ces femmes sont encore loin de la réalité. Nous leur avons donné des conseils et nous leur avons expliqué qu'il fallait qu'elles s'approprient la lutte contre le Covid parce que les mesures dictées par le gouvernement le sont dans l'intérêt de chacun d'entre nous. Le coronavirus a impacté tous les domaines. L'élection présidentielle est prévue en octobre 2020. Est-ce qu'un report ne serait pas idéal si l'on voudrait avoir un fort taux de participation de la population ivoirienne à cette présidentielle? Merci, Sidik. Là, nous souhaitons que la présidentielle se tienne le 31 octobre. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller à la victoire à 75% au premier tour. Aujourd'hui, nous sommes peinés parce que le Covid relance le débat du rejet des dates d'élection. Mais nous, au RHDP, nous ne voulons pas qu'on aille au rejet des dates d'élection. Parce que quand tu ne te fais pas confiance, tu as peur, tu cherches des arguments pour rejeter des élections. Nous, au contraire, nous savons qu'au premier tour, le 31 au soir, le candidat du RHDP, qui est le Premier ministre Amadou Gon, sera élu avec plus de 70 à 75% des voix parce qu'on a une opposition qui est désemparée, vous le savez très bien. Ce n'est même pas une vue de l'esprit. Vous savez très bien ce que le RHDP a réalisé pour la Côte d'Ivoire en 7-8 ans. Déjà en 2 ans de prise de pouvoir, nous avions transformé considérablement les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et à chaque année de plus, la Côte d'Ivoire est passée du pire à l'excellence aujourd'hui. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus prisés, les mieux respectés dans le monde, grâce au travail abattu par son Excellence Alassane Ouattara, avec un Premier ministre travailleur, qui est le Premier ministre Amadou Gon, que nous avons d'ailleurs choisi comme notre candidat. C'est la fin de cette interview. Je rappelle que vous êtes conseiller technique auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, du service civique et des questions politiques et vice-président chargé des questions politiques et porte-parole de l'Amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la 2AFESI RHDP.